Je m'appelle Jennifer Morgan. Je suis infirmière en pédiatrie à l'hôpital pour enfants de Columbus. Je vis dans un quartier tranquille, en banlieue, avec mon mari, Michael, et notre fils de 5 ans, Tyler. Michael est ingénieur civil dans une entreprise de construction. Il est prévenant, responsable, et tout le monde dit que j'ai de la chance d'avoir trouvé un homme aussi bon. Notre vie commune a été paisible ces 7 dernières années. Nous avons acheté cette maison il y a 3 ans. Une maison coloniale de 2 étages avec un jardin où Tyler joue tous les après-midi. Tyler est un garçon énergique, avec les cheveux bruns de son père et mes yeux verts. Chaque matin, il saute sur notre lit pour nous réveiller, et Michael fait semblant d'être un monstre qui le poursuit dans toute la maison. Leurs rires emplissent notre foyer. Ce sont les moments que je chéris le plus. La mère de Michael, Patricia, vit à environ 30 minutes de chez nous. C'est une enseignante à la retraite, une femme digne qui nous rend visite un week-end sur 2. Elle apporte des biscuits faits maison pour Tyler et nous demande toujours si nous avons besoin de quelque chose. Je me suis toujours sentie bien accueillie par elle. Elle m'a traitée comme sa fille dès l'instant où Michael nous a présentés. Mais il y a une ombre dans ma vie qui ne s'estompe jamais tout à fait. Il y a 10 ans, mon jeune frère Danny est mort dans un accident de voiture. Il n'avait que 19 ans et rentrait de l'université pour les vacances de Thanksgiving. Un camion a grillé un feu rouge et a percuté sa voiture du côté conducteur. Il est mort sur le coup. Mes parents ne se sont jamais remis de sa perte. Maman est morte d'une crise cardiaque 2 ans plus tard, et papa l'a suivie en moins d'1 an. Tout le monde a dit que c'est le chagrin qui les avait tués. Je me suis retrouvée seule, unique survivante de ma famille. L'anniversaire de la mort de Danny tombe le 15 novembre. Chaque année, je vais sur sa tombe et je passe la journée à me souvenir de lui. Ce matin, 15 novembre, je me suis réveillée avec le cœur lourd. 10 ans que Danny est mort. Une décennie sans mon petit frère. Michael s'est agité à côté de moi et a ouvert les yeux. « C'est aujourd'hui » a-t-il dit doucement. « Je sais » ai-je murmuré. Michael m'a pris la main. « Je viendrai avec toi au cimetière » a-t-il proposé. « Tu n'as pas à travailler aujourd'hui » ai-je demandé. J'ai appelé pour dire que je ne venais pas. « Je veux être là pour toi » a dit Michael. Je lui en étais reconnaissante. C'est pour ça que je l'aime. Il sait toujours ce dont j'ai besoin. Après le petit déjeuner, nous avons déposé Tyler chez Patricia. Elle m'a serré fort dans ses bras sur le pas de la porte. « Je pense à toi aujourd'hui, ma chère » m'a dit Patricia. « Merci, maman » ai-je répondu. Nous nous sommes rendus au cimetière de Riverside où Danny est enterré. L'air de novembre était froid et des feuilles brunes recouvraient le sol. Nous avons marché entre les rangées de pierres tombales jusqu'à celle de Danny. Daniel James Crawford, 1985-2005. Fils et frère bien-aimés. Je me suis agenouillée et j'ai déposé des fleurs fraîches sur la tombe. « Salut, Danny » ai-je murmuré. « Ça fait 10 ans. Tu me manques toujours autant, chaque jour. » Michael se tenait derrière moi, sa main sur mon épaule. Je suis restée là un long moment, parlant silencieusement à Danny dans ma tête, lui parlant de Tyler, de mon travail, de la vie qu'il n'a jamais pu vivre. Quand je me suis enfin relevée, mes genoux étaient raides à cause du froid. Michael m'a prise dans ses bras. « Il serait fier de toi », a dit mon mari. « Je l'espère », ai-je répondu. Nous sommes retournés lentement à la voiture. Pendant que Michael conduisait, j'ai remarqué que ses mains serraient fermement le volant. Ses jointures étaient en blanche. « Ça va ?» ai-je demandé. Michael m'a jeté un regard et a forcé un sourire. « Oui, ça va. J'ai juste froid. » Mais quelque chose clochait. Son sourire n'atteignait pas ses yeux. Il y avait une tension dans sa mâchoire que je n'avais jamais vue auparavant. Nous avons récupéré Tyler chez Patricia dans l'après-midi. Ma belle-mère semblait anxieuse, elle aussi. Elle n'arrêtait pas de toucher son collier, une manie nerveuse que j'avais déjà remarquée. « Tout va bien, maman ?» lui a demandé Michael. « Bien sûr, mon chéri. Juste fatiguée » a répondu Patricia rapidement. Trop rapidement. Tyler a couru vers nous en bavardant sur les biscuits que sa grand-mère avait faits. J'ai mis mes inquiétudes de côté.
J'étais juste trop sensible à cause de l'anniversaire. Cette nuit-là, je n'ai pas réussi à dormir. Je n'arrêtais pas de penser aux mains crispées de Michael sur le volant, à l'énergie nerveuse de Patricia. Vers 2 heures du matin, j'ai entendu Michael se lever. J'ai fait semblant de dormir et j'ai écouté. Il est descendu. J'ai entendu la porte coulissante du jardin s'ouvrir et se fermer. Curieuse, je suis sortie du lit et j'ai regardé par la fenêtre. Michael se tenait dans le jardin, son téléphone collé à l'oreille. Qui pouvait-il bien appeler à 2 heures du matin? Je n'entendais pas ce qu'il disait, mais son langage corporel était agité. Il faisait les 100 pas, passant sa main dans ses cheveux à plusieurs reprises. Après une dizaine de minutes, il est rentré. Je suis vite retournée me coucher et j'ai fermé les yeux. Michael s'est glissé sous les couvertures. Je sentais qu'il était encore tendu. Sa respiration était irrégulière. Le lendemain matin, j'ai décidé de lui en parler. « Michael, je t'ai entendu sortir cette nuit. Quelque chose ne va pas ?» ai-je demandé pendant le café. Il a eu l'air surpris. « Oh ça, juste des trucs de boulot. Une crise sur un projet, a-t-il dit. À 2 heures du matin, ai-je insisté. Les fuseaux horaires. On travaille avec des sous-traitants en Asie, a expliqué Michael. Cela semblait plausible, mais quelque chose dans son ton sonnait faux. Les jours suivants, Michael est devenu plus distant. Il rentrait tard du travail. Il était distrait pendant le dîner. Quand je lui demandais comment s'était passée sa journée, ses réponses étaient vagues. Tyler l'a remarqué aussi. « Pourquoi papa est triste ?» m'a demandé mon fils un soir. « Il est juste très occupé par son travail, mon chéri », ai-je répondu, sans être sûre que ce soit la vérité. Puis, le jeudi soir, j'ai trouvé quelque chose. En faisant la lessive, j'ai vidé les poches de la veste de Michael. Il y avait un morceau de papier plié. Je l'ai ouvert. C'était une adresse écrite de la main de Michael. 847, Maple Street, Columbus, OH, en dessous, une date. 15 novembre 2005. Mon cœur s'est arrêté. 15 novembre 2005. C'était le jour de la mort de Danny. Pourquoi Michael avait-il cette adresse avec cette date? Je me suis assise sur le lit, fixant le papier. Mes mains tremblaient. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai cherché l'adresse. Une vue de la rue est apparue. L'endroit était une intersection. J'ai zoomé. Il y avait un feu de circulation. Et puis je l'ai vu. Un petit mémorial sur le coin de la rue. Je ne pouvais pas lire ce qui était écrit depuis la vue de la rue, mais je savais. Je le savais au plus profond de moi. C'était là que Danny était mort. Pourquoi Michael avait-il l'adresse du lieu de l'accident? Nous n'avions jamais parlé de cette intersection précise. Je ne la lui avais jamais dite. Il ne me l'avait jamais demandé. J'ai eu la nausée. Il fallait que j'en sache plus. Je suis descendue au salon, où Michael regardait la télévision avec Tyler. « Michael, je peux te parler ?» ai-je dit, la voix tremblante. Il a levé les yeux et a vu mon visage. Son expression a changé immédiatement. La culpabilité a traversé ses traits. « Tyler, va jouer dans ta chambre 1 minute, » a dit Michael. Notre fils est monté en courant. Michael s'est levé. « Jenny, qu'est-ce qui ne va pas ?» J'ai brandi le papier. « Qu'est-ce que c'est ?» ai-je exigé. Le visage de Michael est devenu blême. « Où as-tu trouvé ça ?» a-t-il demandé. « Dans ta veste. Pourquoi as-tu l'adresse de l'endroit où mon frère est mort ?» ai-je dit. La bouche de Michael s'est ouverte et fermée. Aucun mot n'en est sorti. « Michael, réponds-moi » ai-je dit, la voix montant. Il s'est assis lourdement sur le canapé et a pris sa tête entre ses mains. « J'avais l'intention de te le dire » a-t-il murmuré. « Me dire quoi ?» ai-je demandé, même si une partie de moi ne voulait pas savoir. Michael a levé les yeux vers moi, les larmes aux yeux. « J'étais là ce jour-là » a-t-il dit. La pièce s'est mise à tourner. « Qu'est-ce que tu veux dire par « tu étais là » ai-je demandé. « L'accident. Je l'ai vu se produire » a dit Michael. « Tu as vu l'accident de Danny ?» Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Je rentrais du travail en voiture. J'étais à l'intersection quand le camion a grillé le feu rouge et a heurté la voiture de ton frère, a expliqué Michael.
Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit » ai-je crié. « Parce que j'avais honte, » a dit Michael. « Honte de quoi » ai-je insisté. Michael a pris une profonde inspiration. « Parce que j'aurais pu l'empêcher, » a-t-il murmuré. Mes jambes ont flanché et je me suis assise. « Que veux-tu dire » ai-je demandé d'une petite voix. Les mots de Michael sont sortis d'un trait. Et j'étais le premier à la file au feu. Il est passé au vert. Mais mon téléphone a sonné et j'ai baissé les yeux pour voir qui appelait. Juste une seconde. Quand j'ai relevé les yeux, j'ai vu le camion qui grillait le feu rouge de la rue transversale. J'ai vu la voiture de ton frère commencer à s'engager dans l'intersection. J'aurais pu klaxonner. J'aurais pu faire des appels de phare. J'aurais pu faire quelque chose pour l'avertir. Mais je me suis figée. C'est arrivé si vite. Le camion a percuté sa voiture et je suis restée là, assis, paralysée. Je n'arrivais plus à respirer. Michael a continué, des larmes coulant sur son visage. Je suis sortie de ma voiture. J'ai couru pour aider. Mais il était déjà parti. Le chauffeur du camion s'est enfui aussi. Délit de fuite. J'ai fait ma déposition à la police. Je leur ai dit tout ce que j'avais vu. Mais je ne leur ai jamais dit que j'aurais pu klaxonner, que j'aurais pu le sauver. Et quand je t'ai rencontré 2 ans plus tard, et que tu m'as parlé de ton frère mort dans un accident, je n'ai pas fait le lien tout de suite. Mais ensuite tu as mentionné la date et l'intersection, et j'ai réalisé. L'homme que j'avais vu mourir était ton frère, et je n'avais pas réussi à le sauver. Je fixais mon mari, l'homme que j'aimais depuis 7 ans, le père de mon enfant. Tu as laissé mon frère mourir, ai-je dit. Non, Jenny, ce n'est pas ça, a protesté Michael. Tu as vu que ça allait arriver et tu n'as rien fait, ai-je dit froidement. C'était une fraction de seconde. Je n'ai pas pu réagir assez vite, a dit Michael désespérément. Et ensuite, tu m'as menti pendant 7 ans, ai-je continué. Je n'ai pas menti. Je ne pouvais simplement pas te le dire. Comment aurais-je pu te le dire ? Michael a tendu la main vers moi. « Ne me touche pas, » ai-je dit en me levant. « Jenny, s'il te plaît, » a supplié Michael. « Est-ce que quelqu'un d'autre était au courant ?» ai-je soudain demandé. « Quoi ?» Michael avait l'air confus. « Est-ce que quelqu'un d'autre savait pour ça ? Que tu étais là ?» ai-je exigé. Michael a hésité. Cette hésitation m'a tout dit. « Qui savait ?» ai-je demandé à nouveau. « Ma mère », a admis Michael à voix basse. « Patricia était au courant ?» Je me suis sentie trahie une nouvelle fois. Je lui ai raconté juste après que c'est arrivé. J'étais traumatisée. J'avais besoin de parler à quelqu'un, a expliqué Michael. Et quand tu m'as ramenée à la maison pour la rencontrer, elle savait. Elle a su tout ce temps. Je tremblais de rage. Elle voulait que je te le dise. Elle n'arrêtait pas de dire que je devais te le dire. Mais je ne pouvais pas, a dit Michael. J'ai attrapé mon sac à main et mes clés. Où vas-tu ? A demandé Michael. Parler à ta mère, ai-je dit. Jenny, attends, parlons-en, a tenté de m'arrêter Michael. On a fini de parler, ai-je dit. J'ai conduit jusqu'à la maison de Patricia, les larmes brouillant ma vision. J'étais tellement en colère que je pouvais à peine voir clair. En arrivant, j'ai martelé sa porte. Patricia a ouvert, a vu mon visage, et son expression s'est décomposée. « Vous saviez ?» ai-je dit. « Jennifer, entre s'il te plaît », a dit Patricia. « Vous saviez qu'il était là quand Danny est mort. Vous l'avez su pendant 7 ans et vous n'avez rien dit, ai-je dit. » Patricia s'est écartée et je suis entrée dans son salon. « Assieds-toi, ma chère, » a-t-elle dit. « Ne m'appelez pas comme ça, » ai-je lancé sèchement. Patricia a tressailli. « Michael t'a tout raconté, » a-t-elle dit. « Oui, tout, » ai-je dit. « Alors tu sais que c'était un accident. Il ne voulait pas que ton frère meure, » a dit Patricia. « Il aurait pu le sauver, » ai-je dit. Il était en état de choc. « C'est arrivé en quelques secondes. Tu ne peux pas le blâmer, » a défendu Patricia son fils. « Je le peux et je le fais.
ai-je dit froidement. Et je vous blâme aussi. Vous m'avez accueilli dans cette famille en sachant ce que votre fils avait fait. Vous m'avez tenu la main à Thanksgiving. Vous avez gardé mon fils. Et pendant tout ce temps, vous saviez. Patricia s'est assise lourdement. Je voulais que Michael te le dise depuis le début, a-t-elle dit. Mais vous ne l'avez pas fait, ai-je dit. Parce que je savais que ça détruirait votre relation. Et je voyais à quel point tu le rendais heureux. À quel point il te rendait heureuse, a dit Patricia. Ce n'était pas à vous de prendre cette décision, ai-je dit. Tu as raison. Je suis désolée, a admis Patricia. Désolée ne ramènera pas mon frère. Désolée ne me rendra pas 7 ans de vérité, ai-je dit. Je me suis levée pour partir. Qu'est-ce que cela signifie pour toi et Michael ? A demandé Patricia. Je ne sais pas. Mais je ne peux pas le regarder en ce moment, ai-je dit. Et Tyler ? A demandé doucement Patricia. Cette question m'a frappée de plein fouet. Tyler. Mon fils innocent qui aimait son père, qui ne savait rien de tout ça. J'ai besoin de temps, ai-je dit. J'ai roulé pendant des heures, ne voulant pas rentrer à la maison. Finalement, j'ai pris une chambre d'hôtel. J'ai envoyé un texto à Michael. J'ai besoin d'espace. Je reste ailleurs ce soir. Tyler te demande, a répondu Michael. Dis-lui que maman doit travailler, ai-je tapé en retour. Je suis restée allongée sur le lit de l'hôtel, à fixer le plafond. Toute ma vie me semblait être un mensonge. J'avais construit une famille avec un homme qui avait vu mon frère mourir et n'avait rien dit. Qui m'avait laissé pleurer la mort de Danny une centaine de fois sans jamais admettre qu'il était là. Le lendemain matin, j'ai appelé le travail pour me porter malade et je suis allée au poste de police. J'ai demandé à voir le rapport d'accident du 15 novembre 2005. L'officier m'a apporté un dossier. Je l'ai lu attentivement. Il y avait la déposition de Michael en tant que témoin. Il avait décrit le camion grillant le feu rouge. Il avait donné des détails sur la couleur, la marque, la vitesse approximative. Il était resté sur les lieux jusqu'à l'arrivée de l'ambulance. Selon le rapport, la police n'a jamais retrouvé le chauffeur du camion. L'affaire était techniquement toujours ouverte, mais classée sans suite. Aucune piste en 10 ans. J'ai remarqué quelque chose dans la déposition de Michael. J'ai klaxonné pour essayer d'avertir le véhicule, mais il était trop tard. Il avait menti dans sa déposition. Il venait de me dire qu'il s'était figé et n'avait rien fait. Pourquoi avait-il menti à la police ? J'ai pris une photo du rapport avec mon téléphone. Je devais le confronter à nouveau. Je suis rentrée à la maison. Michael était là, l'air épuisé. Tyler a couru vers moi. « Maman, où étais-tu » a demandé mon fils. « Maman devait travailler, mon bébé » ai-je dit en le serrant dans mes bras. « Tu peux aller jouer en haut ? Maman doit parler à papa » ai-je dit. Tyler nous a regardés avec des yeux inquiets, mais aimantés. J'ai montré à Michael la photo du rapport de police. « Tu as dit à la police que tu avais klaxonné » ai-je dit. Michael a regardé l'image et a fermé les yeux. « Je sais » a-t-il dit doucement. « Mais tu m'as dit que tu t'étais figé et que tu n'avais rien fait » ai-je dit. « J'ai menti dans le rapport » a admis Michael. « Pourquoi » ai-je demandé. « Parce que j'avais honte. Je pensais que si je disais que j'avais essayé de l'avertir, ça me rendrait moins coupable » a dit Michael. « Donc tu as menti à la police qui menait une enquête » ai-je dit. « Oui » a dit Michael. « C'est de l'obstruction. C'est un crime » ai-je dit. « Je sais. J'ai vécu avec cette culpabilité pendant 10 ans » a dit Michael. « Est-ce que ce mensonge a aidé l'enquête ? Aurait-il pu attraper le chauffeur si tu avais dit la vérité » ai-je demandé. « Je ne sais pas. Peut-être que s'ils avaient su que j'avais hésité, ils auraient vérifié les images des caméras de surveillance différemment, cherché des témoins différemment. »« Je ne sais pas, » a dit Michael. « Espèce de lâche égoïste, » ai-je dit. « Jenny, j'avais 25 ans. Je venais de voir quelqu'un mourir. Je ne pensais pas clairement, » a plaidé Michael. « Mes parents ont passé leurs dernières années à essayer d'obtenir justice pour Danny. Ils sont morts le cœur brisé,
parce que le chauffeur n'a jamais été retrouvé. Et tu aurais pu aider, et tu as menti, ai-je dit. Michael s'est mis à pleurer. Je sais, j'ai voulu réparer ça pendant 10 ans. C'est pour ça que j'ai gardé l'adresse. J'y vais parfois. Je dépose des fleurs. Je prie pour obtenir le pardon, a-t-il dit. Tu déposes des fleurs ? Ai-je demandé. Oui, le mémorial sur le coin. C'est moi qui l'ai mis. Je l'entretiens, a dit Michael. Tu as érigé un mémorial pour le frère de la femme que tu allais finalement épouser, le frère dont tu as menti sur la mort, et tu pensais que c'était suffisant ? Ai-je dit, incrédule. Non, ce n'est pas suffisant. Rien n'est suffisant. Mais c'est tout ce que je pouvais faire, a dit Michael. Tu aurais pu dire la vérité, ai-je dit simplement. J'ai passé la semaine suivante à l'hôtel. J'ai engagé un avocat. Je l'ai interrogé sur la fausse déclaration de Michael à la police. L'avocat a dit que je pouvais le signaler, mais qu'après 10 ans, il était peu probable que cela aboutisse à des poursuites. Cela pourrait rouvrir l'enquête sur la mort de Danny, mais il n'y avait aucune garantie. J'ai pensé à mes parents. Voudraient-ils que je poursuive cette voie ? J'ai pensé à Tyler. Qu'arriverait-il à son père s'il allait en prison ? J'étais déchirée. Une partie de moi voulait que Michael en subisse les conséquences. Une autre partie voulait protéger mon fils des retombées. Je ne pouvais pas non plus m'empêcher de penser à Patricia. Elle m'avait vue lutter contre le chagrin, m'avait vue pleurer à chaque anniversaire de la mort de Danny, et n'avait rien dit. Cette trahison me semblait presque pire que celle de Michael. Elle avait fait un choix actif, année après année, de garder le secret. J'ai décidé de demander le divorce. Je ne pouvais pas rester mariée à quelqu'un qui avait construit notre relation sur un mensonge aussi fondamental. Michael ne s'y est pas opposé. Il a signé les papiers. Nous nous sommes mis d'accord sur la garde partagée de Tyler. Michael dirait à notre fils que maman et papa ne pouvaient plus vivre ensemble, mais que nous l'aimions tous les deux toujours autant. Le divorce a été prononcé 6 mois plus tard. J'ai emménagé dans un appartement plus près de l'hôpital. Tyler s'est mieux adapté que je ne l'avais prévu. Il passait la semaine avec moi et les week-ends avec Michael. J'ai refusé de parler à Patricia. Elle a essayé d'appeler, d'envoyer des lettres, mais j'ai tout ignoré. Michael m'a dit qu'elle était dévastée, qu'elle avait vieilli de 10 ans en 6 mois. Je n'ai ressenti aucune sympathie. L'hôpital où je travaillais m'a offert un poste en soins intensifs pédiatriques. C'était plus intense, plus exigeant, mais j'avais besoin de cette distraction. Je me suis jetée à corps perdu dans le travail. Mes collègues ont remarqué que j'avais changé. J'étais plus dure, moins chaleureuse. Mais j'étais douée dans mon travail. Ça devait suffire. 5 années ont passé. Tyler avait maintenant 10 ans. Il réussissait bien à l'école, avait de bons amis, jouait au football. Michael et moi assistions tous les deux à ses matchs, assis de part et d'autre du terrain. Nous étions polis pour le bien de Tyler, mais nous parlions rarement au-delà de la logistique. J'ai appris par Tyler que Patricia avait vendu sa maison et déménagé en Floride. Apparemment, elle avait dit à Michael qu'elle ne pouvait plus rester en Ohio, qu'elle ne pouvait plus supporter le poids de ce qui s'était passé. Michael avait changé aussi. Tyler disait que son père avait l'air triste tout le temps, qu'il ne plaisantait plus comme avant. Un jour, j'ai reçu une lettre réexpédiée de mon ancienne adresse. Elle provenait d'un cabinet d'avocats du Nevada. À l'intérieur se trouvait une lettre d'un certain Robert Chen. Il expliquait qu'il conduisait un camion de livraison à Columbus en novembre 2005. Il avait grillé un feu rouge à une intersection et percuté un autre véhicule. Le conducteur était mort. Robert s'était enfui. Il était jeune, effrayé et sous l'emprise de la méthamphétamine. Il avait réussi à échapper à la police, avait quitté l'Ohio et avait fini par se désintoxiquer. Maintenant, 15 ans plus tard, il se mourait d'un cancer. Il voulait faire amende honorable avant de mourir. Il allait se rendre à la police de Columbus et voulait contacter la famille de la victime. Je suis restée assise, tenant la lettre, tremblante. C'était l'homme qui avait tué Danny. Après toutes ces années, il se manifestait. J'ai appelé l'inspectrice dont le nom figurait sur le dossier de Danny.
Elle a confirmé qu'ils avaient été contactés par la police du Nevada. Robert Chen avouait le délit de fuite. Il traitait les documents d'extradition. Il y aurait enfin justice pour Danny. J'ai ressenti un étrange vide. Cela aurait dû être un soulagement. Mais ce n'était pas le cas. Parce que Danny était toujours mort. Maman et papa étaient toujours morts. Et mon mariage avait toujours été détruit par les mensonges de Michael. J'ai pensé à appeler Michael pour lui dire, mais je n'ai pas pu m'y résoudre. Il finirait par l'apprendre. L'inspectrice m'a rappelé quelques jours plus tard. Ils avaient interrogé Robert Chen. Ses aveux correspondaient aux preuves matérielles et à la déposition initiale de Michael. L'affaire était sur le point d'être classée comme résolue. Robert Chen serait inculpé, bien que compte tenu de sa maladie en phase terminale, il mourrait probablement avant le procès. « Il y a autre chose », a dit l'inspectrice. « Michael Morgan est venu nous voir hier. »« Quoi ?» ai-je demandé. Il voulait corriger sa déposition de 2005. Il a admis qu'il avait menti en disant qu'il avait klaxonné, qu'en réalité, il s'était figé et n'avait rien fait. Il a dit qu'il avait menti parce qu'il avait honte, mais qu'il ne pouvait plus vivre avec ça, a expliqué l'inspectrice. « Est-ce que ça a changé quelque chose ?» ai-je demandé. Pas vraiment. Les aveux de Chen étaient indépendants de la déposition de Michael, mais je voulais que vous le sachiez. Michael semblait assez bouleversé. Il a dit qu'il avait besoin de dire enfin toute la vérité, a dit l'inspectrice. Après avoir raccroché, je suis restée assise dans mon appartement pendant un long moment. Michael avait finalement dit la vérité. Trop tard pour notre mariage. Trop tard pour mes parents. Mais il l'avait fait. C'était peut-être sa façon d'essayer de faire la paix avec ce qui s'était passé. Je ne savais pas quoi ressentir. Aucune justice ne pouvait ramener Danny. Aucune excuse ne pouvait effacer les mensonges. Mais peut-être qu'il pouvait y avoir une acceptation. J'ai appelé Michael pour la première fois en 5 ans, pour autre chose que pour parler de Tyler. J'ai entendu parler de Chen, ai-je dit quand il a répondu. Oui, a dit Michael à voix basse. Et j'ai entendu dire que tu avais corrigé ta déposition, ai-je dit. J'aurais dû le faire il y a 10 ans. J'aurais dû le faire le jour où je t'ai rencontré. J'aurais dû le faire 1000 fois, a dit Michael. Oui, tu aurais dû, ai-je convenu. Je n'attends pas de pardon, Jenny. Je sais que j'ai détruit notre couple. Mais je voulais que tu saches que j'essaie d'être meilleure, pour le bien de Tyler, et pour la mémoire de Danny, a dit Michael. Je sais, ai-je dit. Tu me détestes ? A demandé Michael. Non, ai-je dit, surprise de réaliser que c'était vrai. Je ne te déteste pas. Je suis juste triste de tout ça, de toute la douleur qui aurait pu être évitée. Nous avons parlé pendant 1 heure. Vraiment parlé pour la première fois depuis ce terrible jour où il avait tout avoué. Il m'a parlé de sa thérapie, du fait d'avoir enfin affronté le traumatisme d'avoir été témoin de l'accident, de la culpabilité qu'il avait portée pendant 15 ans. Je lui ai parlé de ma propre thérapie, d'apprendre à séparer ma colère contre lui de mon chagrin pour Danny. Nous ne pouvions pas défaire ce qui s'était passé. Nous ne pouvions pas redevenir mari et femme, mais peut-être que nous pouvions trouver un moyen d'élever Tyler ensemble sans autant de douleur entre nous. « Et ta mère ?» ai-je demandé. « Je la vois 1 fois par an en Floride. C'est compliqué, » a dit Michael. « Je peux comprendre, » ai-je dit. Ce week-end-là, Tyler avait un tournoi de football. Michael et moi y étions tous les deux. Pour la première fois en 5 ans, nous nous sommes assis ensemble dans les gradins. Nous ne nous tenions pas la main. Nous n'étions plus un couple, mais nous avons encouragé notre fils ensemble. Tyler nous a regardés, assis côte à côte, et son visage s'est illuminé du plus grand des sourires. Après le match, Tyler a couru vers nous et nous a serrés tous les deux dans ses bras en même temps. « C'est le plus beau jour de ma vie », a dit notre fils. Et malgré tout, malgré toute la douleur, les mensonges et la confiance brisée, j'ai dû sourire. Car c'était ça qui comptait. Pas la famille parfaite que je pensais avoir, pas les mensonges qui nous ont détruits, mais cet enfant, ce magnifique garçon qui méritait des parents capables d'être au même endroit sans rage entre eux.
J'avais appris que la famille n'était pas une question de perfection. Ce n'était même pas nécessairement une question de confiance. Parfois, la famille consistait à faire le dur travail de guérison pour que votre enfant puisse avoir la paix. Alors que nous marchions ensemble vers le parking, nous trois, j'ai regardé Michael et j'ai ressenti quelque chose d'inattendu. Pas le pardon, pas encore, peut-être jamais, mais la possibilité de pardonner. Et c'était suffisant pour aujourd'hui. Le soleil d'automne se couchait, projetant de longues ombres sur le terrain de football. C'était de nouveau novembre, 15 ans que Danny était mort. Demain, j'irai sur sa tombe comme toujours. Mais cette fois, je lui parlerai de l'homme qui avait finalement avoué, de la justice, tardive mais réelle, de la façon dont sa mort avait façonné ma vie d'une manière que je n'aurais jamais imaginée, de la façon dont j'apprenais que parfois, le plus grand cadeau que nous puissions faire à quelqu'un n'est pas le pardon, mais la volonté de cesser de laisser le passé empoisonner le présent. C'était suffisant. Pour l'instant, c'était suffisant.